13. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13. Il ne restera plus que 4 notions après cela. Et aujourd'hui on va voir la conscience. Allez, c'est parti. Donc quand on parle de conscience, évidemment, il y a le repère philosophique relatif absolu. C'est un repère philosophique que j'aurais pu mettre autre part, mais j'ai décidé de le mettre ici parce que il est très important et il est bien tout seul. Et bien sûr, c'est en relation avec la conscience. Donc relatif, c'est ce dont la valeur ou l'existence dépendent d'autre chose que soi. Donc, par exemple, tout ce qui est humain est relatif. Alors que absolu est ce dont la valeur ou l'existence ne dépend de rien d'autre que de soi-même. On va dire par exemple que ça va être Dieu ou que ça va être la morale selon Kant. C'est-à-dire que Dieu ne dépend pas d'autre chose. Par contre, n'importe quoi dans l'univers dépend d'autre chose. Voilà. Quand on parle de conscience, il y a 3 définitions qui s'imposent à la conscience. Et les 3 définitions sont super importantes. Si on parle de conscience immédiate, alors il s'agit de la faculté de percevoir des événements et des sensations de notre environnement. En fait, c'est le fait de connaître des choses. On partage cette conscience avec les animaux, ou même avec presque tous les êtres vivants. Puis il y a la conscience réfléchie. C'est être conscient d'être conscient. C'est se dire, ah, je suis conscient. Ça, on est les seuls à savoir le faire. Et en fait, cette conscience réfléchie nous permet de savoir le sujet des perceptions, qui est nous en fait, mais aussi ce qu'est notre perception. Et enfin, il reste la conscience morale. Donc là, c'est plutôt un peu externe, c'est la faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Mais ça, je vous laisse voir le cours sur la morale. Donc c'est le premier cours que j'ai fait pour en voir plus en fait. Donc l'étymologie de la conscience, c'est cum sentia. Sentia comme science. S-C-I-E-N-T-A. Puis, il y a également pensée. Donc pensée, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition précise, mais j'ai essayé d'en donner une quand même. Donc, c'est un peu raisonner, imaginer, méditer, produire, mais aussi vouloir, nier et affirmer. En fait, c'est la présence à la conscience. On va dire ça. On peut faire le parallèle avec les intelligences artificielles. On va se dire, est-ce qu'elles pensent? Bah là, en fait, elle peut faire tout ce qui est présent ici, sauf ce qui est empirique. C'est-à-dire imaginer, méditer et vouloir. Donc même si certaines capacités peuvent être mimées par une intelligence artificielle, d'autres qui sont bien plus subtiles restent à nous. Et donc on ne va pas vraiment dire qu'une intelligence artificielle va penser, puisqu'il manque certaines capacités. Puis il y a le sujet. Le sujet, c'est ce qui se considère comme la cause de ses actions. On va dire je dirige. Mais je, pareil, on verra ça dans le cours suivant sur l'inconscience. Puis il y a intelligible, donc c'est ce qui est saisissable par une pensée et par la pensée et par l'esprit. Le cogito cartésien, on va voir ce que c'est. C'est en fait ce qu'on a assigné à la citation de Descartes, je pense donc je suis. En latin, ça se dit cogito ergo sum. Voilà. En fait, cogito, ça veut dire je pense. Voilà. Puis il y a la distinction entre la mémoire humaine et la mémoire artificielle. Donc une mémoire humaine est composée de sensations, d'émotions qui ont été sélectionnées par notre cerveau. Elle n'est pas comparable à une mémoire informatique qui, elle, est simplement un espace de stockage d'informations. Rien n'a été sélectionné, tout est de niveau égal. Donc voici la mémoire artificielle. En parlant de mémoire, il y a également souvenir. Le souvenir, c'est la faculté de se rappeler, en fait, avec les mémoires. Et on peut faire la distinction entre les IA faibles et les IA fortes. Donc les IA faibles, sont celles qui sont capables de faire des tâches simples uniquement, alors que les IA fortes ont la cognition et l'intelligence en plus. On ne va pas dire que les IA fortes existent existent de nos jours, même si on s'en rapproche de plus en plus. Et on peut également parler des super intelligences, qui sont des intelligences qui s'améliorent elles-mêmes de manière exponentielle. Voilà. Maintenant, quelques citations à connaître. Donc tout d'abord, on a celle qu'on doit à Kant, posséder le jeu. On parle du jeu, le mot jeu, dans sa représentation. Le pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les êtres vivants sur Terre. Donc en fait, ça veut dire qu'on a une conscience de soi, car je signifie un individu et un sujet. Et je m'appartiens. Le je renvoie tout de moi. En fait, je, c'est un mot universellement partagé, mais qui désigne quelque chose d'individuel. Puis une citation qu'on doit à Saint Augustin.
Que suis-je donc, ô Dieu? Quelle est mon essence? Une vie variée, multiforme et d'une intensité prodigieuse. Donc là, en fait, c'est une citation qu'on retrouve dans Les Confessions de saint Augustin, au IVe siècle après Jésus-Christ. Et dedans, saint Augustin dit que la mémoire est comparable à une intensité faite de cavernes, de champs, de rivières, et dans lequel on peut réactiver les sensations. On peut donc réactiver ses souvenirs. Il existe un ensemble de jeux à différentes étapes de notre vie. Jeu à 5 ans n'est pas le même que jeu à 40 ans. Voilà. Notre cerveau est irremplaçable, organique et évolutif. En fait, c'est une machine qui ne peut pas être reproduite justement parce que les jeux sont différents à chaque époque. Voilà. Les nous, en fait, nous-mêmes. Et maintenant, des citations. Beaucoup de citations de Descartes. Il y en a 3 à connaître. Donc, tout d'abord, la première. Mais que suis-je donc? Une chose qui pense? Qu'est-ce que cela? C'est bien une chose qui doute, qui connaît, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Donc c'est la plus longue. Dedans, il nous donne une définition de pensée. En fait, selon la doxa, la pensée, c'est une capacité propre à l'être humain, une réflexion consciente. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Descartes pense que la pensée, justement, il pense que la pensée est capable de contradiction, qu'elle prend différentes formes. Une IA ne peut pas se contredire ni prendre toutes les formes de la pensée, donc elle ne pense pas vraiment. Il faut aussi savoir se contredire pour la pensée. Puis, la plus connue de Descartes, je pense donc je suis. Donc en fait, il y a une seule chose dont on est certain, parce qu'en fait, Descartes va chercher la chose dont on est le plus certain et qu'on ne peut pas nier, et il va se rendre compte qu'en fait, il n'y en a pas. Ou il n'y en a qu'une seule, je pense donc je suis. C'est la seule chose. Toutes les autres, même les mathématiques, vont être réfutées par exemple, l'hypothèse du malin génie. Donc, par exemple, avec l'hypothèse du malin génie, comme quoi il y aurait quelqu'un, un génie, qui nous aurait mis 2 plus 2 égale 5. Voilà, dans la tête. Et enfin, une qui peut être parfois plus intéressante que je pense donc je suis, qui fait assez coller. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre autre chose que je pense donc je suis, parce que c'est un peu trop classique comme citation celle-là. Lors de la méthode du doute radical, Descartes se rassure en disant je suis, j'existe. Pour se dire oui, non mais je suis encore là quand même, faut pas abuser. Et en fait, il réalise de son existence. Et maintenant, quelques références philosophiques. Donc tout d'abord, dans Le monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer, il va dire qu'on a tendance à accorder au jeu une puissance unificatrice qui assurait la continuité du sujet, quelles que soient les circonstances. Cependant, certains ont même mis en avant la disparition du sujet au profit de déterminants internes. Ce n'est plus moi en fait qui choisis, c'est la nature. Bon, prenons un exemple simple. Quand on dit je t'aime, le je ne renvoie à rien d'autre que la nature, le T apostrophe à rien d'autre que des caractéristiques sélectionnées, et le M à une ruse de l'espèce. La ruse de l'espèce, je vous rappelle, c'était sur le chapitre du temps. C'était sur le chapitre du temps. C'est-à-dire qu'on a tendance à sélectionner quelqu'un pour perpétuer la reproduction. Donc en fait, pour le dire autrement, la phrase je t'aime signifie simplement moi, espèce, aimer tes caractéristiques. Voilà. On parle ici de l'amour, c'est-à-dire la personne, le sentiment qu'on éprouve envers une personne dans laquelle on a envie de perpétuer l'espèce et de élever ses enfants. Voilà. Donc pour le dire autrement, non. Donc en fait, c'est là qu'on remarque que même la machine, comme la machine n'utilise pas le jeu, c'est là qu'on remarque que nous aussi, on est comme la machine finalement. On utilise le jeu par convention d'écriture et pas parce qu'on est vraiment nous, à certains moments, je veux dire. Puis Kant, dans Anthropologie d'un point de vue pragmatique, pense que le jeu assure la continuité du sujet et la stabilité du moi. Avec le jeu, c'est la faculté du langage qui donne une représentation de soi. Si on prend l'exemple d'un bébé, il va d'abord dire maman ou manger. En fait, il va exprimer d'abord ses besoins, sans pronom personnel. Ensuite, il va utiliser la troisième personne. Il va dire a faim, ou si le bébé s'appelle Charles, Charles veut manger. Il est soumis à ses besoins. Et enfin, il va utiliser la première personne. J'ai faim. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, le jeu apparaît. Seulement à la dernière période.
quand il utilise la première personne. C'est l'altérité qui nous permet de développer notre jeu. Puis, dans Traité sur la nature humaine de David Hume, et notamment dans le passage de l'identité personnelle, la partie 6, il propose une idée empirique de la mémoire. Nous sommes la somme de nos souvenirs et de nos perceptions. Les événements nostalgiques, les traumatismes qu'on a vécus, tout cela est amplifié et fantasmé par notre esprit, notre cerveau. Et en fait, on se construit sur ce souvenir fantasmé ou amplifié. Quand on pense que quelqu'un a tort alors qu'en fait c'est nous qui avons tort, eh ben, on va se construire notre mémoire comme quoi c'est toujours les autres qui ont tort, alors qu'en fait c'est vraiment nous. Et quand on ne se souvient pas, on induit par des probabilités ce qu'on a pu faire à ce moment de la vie. Voilà. Et ce truc-là, ça n'a pas de rapport avec l'inconscient, puisque l'inconscient est apparu, le terme inconscient est apparu après. Et enfin, deux dernières références philosophiques. Tout d'abord, méditation métaphysique de Descartes. Donc en fait, la pensée est un acte volontaire qui provient d'un sujet tout-puissant. Il est en effet capable de s'autodéterminer. Donc pour Descartes, la pensée humaine est un acte volontaire qui provient d'un sujet tout-puissant. Il est en effet capable de s'autodéterminer comme un sujet pensant et de faire l'expérience de sa propre existence. Si la machine est infiniment supérieure à nous, en calcul je veux dire, nous sommes infiniment supérieurs à elle lorsqu'il faut prendre conscience de soi. Nietzsche va critiquer les pensées de Descartes. Pour lui, toutes les pensées ne sont pas le fruit d'une action consciente du sujet. Certaines idées nous viennent et apparaissent à notre esprit indépendamment à notre volonté. Dire je pense implique en réalité des présupposés lourds de conséquences. D'après Nietzsche, on présuppose en effet qu'il existerait un sujet conscient, une pensée claire et distincte, et que le sujet serait auteur de la pensée. Et même que la pensée puisse être l'objet de la conscience. Pour le dire autrement, on rencontre une série de questions métaphysiques que l'on ne peut pas résoudre. Et donc je pense n'a pas vraiment de sens. On passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Qu'est-ce que la conscience ? C'est la faculté d'avoir une perception de soi et du monde. C'est un instinct biologique partagé avec tous les êtres vivants. C'est une faculté de réflexion personnelle où elle permet uniquement d'avoir des souvenirs. Donc il s'agissait de la première réponse. C'est la faculté d'avoir une perception de soi et du monde. Qui dit posséder le jeu dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les êtres vivants sur Terre. C'est une citation qu'on doit à Emmanuel Kant. Selon Descartes, penser c'est avoir une conscience morale tournée vers le bien, douter, affirmer, nier, imaginer et sentir, ce qui fait la certitude de notre existence, ou être capable d'agir en fonction d'une mémoire collective. Donc il s'agissait de ce qui fait la certitude de notre existence et douter, affirmer, nier, vouloir, imaginer et sentir. Donc la conscience empirique est issue des souvenirs et de l'expérience sensorielle. La conscience réfléchie, c'est la conscience de soi comme un sujet. La conscience immédiate, c'est la perception directe de l'environnement. Et la conscience morale, c'est le jugement interne sur le bien et le mal. Qu'est-ce que le jeu en philosophie ? Je précise bien en philosophie. Une entité entièrement définie par la génétique, une fonction grammaticale, un mot universel désignant quelque chose d'individuel, ou une construction qui assure la continuité du sujet. Il s'agissait des deux dernières définitions, un mot universel désignant quelque chose d'individuel et une construction qui assure la continuité du sujet. Maintenant, on classe les actions en fonction de la conscience. On a la conscience immédiate, réfléchie et morale. Donc je vous laisse faire pause et voici la correction. Donc se brûler la main et dire aïe et se sentir heureux sans y penser, c'est instinctif, donc c'est une conscience immédiate. Se demander pourquoi je fais ça, bah là on se demande, donc forcément c'est une conscience réfléchie. Et savoir qu'on est en colère, on le sait, donc on a conscience d'être en colère, donc c'est une conscience réfléchie. Et pour la conscience morale, regretter un mensonge et avoir une culpabilité sont tous les deux de la conscience morale.
qui dit que l'amour est une simple manifestation de notre instinct et qu'il n'y a rien d'individuel là-dedans. Schopenhauer pense cela. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour l'inconscience. Allez, à la prochaine, à plus!